Dans la vie, il y a des associations de mots qui font automatiquement grincer des dents. Genre moustique et sommeil, pizza à l'ananas, vin rouge avec des glaçons, et puis il y a celle-ci, Alpine et SUV. Et pourtant, on va devoir s'y faire, car le mardi 27 mai 2025 est un jour à marquer d'une pierre blanche. La marque Alpine, notre seule marque sportive grand public française en activité, a levé le voile sur un modèle qu'on attendait et qu'on redoutait en même temps, la nouvelle Alpine A390. Alors si vous suivez l'actualité automobile, ça n'a pas pu vous échapper, c'est un SUV électrique, bref, un objet qui sur le papier semble à peu près aussi compatible avec l'ADN de la marque Alpine qu'un camping-car sur la piste des 24 heures du Mans. Et forcément, dans les commentaires sous les vidéos de présentation du modèle, c'est l'émeute. Pour beaucoup de fans, c'est une honte, une trahison, voire un sacrilège absolu. Alpine, c'est l'A110, la légèreté, le pur plaisir de conduite, et sûrement pas un SUV de centre-ville. Certains le trouvent quand même cool, mais je vous épargne le détail, les débats en ligne ont été aussi calmes et mesurés que les supporters du PSG un soir de finale. Mais en même temps, il faut bien le dire, voir Alpine sortir un nouveau modèle, c'est déjà un événement en soi. La A110 a plus de 8 ans, et même si la petite citadine sur base de R5 est sortie récemment, la marque n'a pas l'habitude de multiplier les lancements et chaque nouveauté compte. Alors qu'on aime ou pas, on peut au moins se réjouir d'une chose, Alpine est bien en vie, et ça dans le contexte actuel, c'est pas rien. D'ailleurs, il y a pas si longtemps, j'avais fait une vidéo qui revenait sur l'histoire d'Alpine et qui décryptait leur stratégie, notamment avec la sortie de la A290. Mais aujourd'hui, en voyant autant d'avis partagés autour de ce premier SUV, j'ai voulu en avoir le cœur net. D'un côté, j'ai l'impression que c'est la voiture que les fans redoutaient, mais de l'autre côté, c'est un peu une silhouette que la marque ne pouvait pas éviter. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de bien analyser tout ça ensemble. J'ai sorti ma palette et mon crayon pour répondre à une seule question. Est-ce que cette nouvelle Alpine A390 est vraiment ratée ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je prends 30 secondes pour vous parler de Carly, le sponsor de cette vidéo. En tant que passionné de voiture, on a tous connu des galères, tu sais, genre quand t'as un voyant qui s'allume sur le tableau de bord et tu sens que ton portefeuille vient de transpirer, bah ça c'est fini grâce à Carly. Carly, c'est une plateforme gratuite qui te permet en quelques clics de faire un diagnostic pour savoir ce qu'a ta voiture et combien ça pourrait te coûter. Pas besoin de boîtier, pas besoin d'être mécano, même pas besoin de lever le capot. Tu cliques sur le lien en description, tu rentres ta voiture, marque, modèle, année, tu décris ton problème, genre le volant qui tremble, et Carly te sort les causes possibles avec les scénarios, les pièces concernées et une estimation claire du prix, pièce plus main d'œuvre. Et c'est pas juste une estimation basique, parce que t'as aussi un outil qui s'appelle le Smart Mécanique. Il te détaille les causes, les étapes pour résoudre le souci toi-même si t'es bricoleur, et plein d'infos pratiques, c'est super pédagogique. En plus, t'as un forum intégré, tu peux poser tes questions, voir ce que les autres ont rencontré comme problème similaire, et échanger avec une vraie communauté. Donc pour résumer, c'est gratuit, c'est simple, pas besoin de boîtier ni même d'ouvrir le capot, tu dégrises juste les symptômes, et ça t'aide à y voir clair en cas de pépin avant de foncer chez un garagiste. Et si tu veux passer au niveau au-dessus, Carly propose aussi un petit boîtier qui débloque toutes les fonctionnalités avancées, et là-dessus, t'as moins 15% avec le code Designer Auto. Mais d'abord, teste déjà la plateforme gratuite avec le lien Carly Designer Auto, le lien est juste en description et en commentaire épinglé, donc si t'as une voiture et que tu veux pas te ruiner, t'as aucune raison de pas essayer. Bon, on va être honnête, quand Alpine annonce le lancement de son SUV électrique, les puristes crient au sacrilège et pourtant ça fait bien longtemps que la marque nous prépare à voir arriver ce format. Dès 2020, sur la base de la A110, il y avait eu un concept, la A110 Sport X, qui devait nous aider à imaginer une Alpine haute sur pattes. D'ailleurs, ce concept, je le trouve carrément stylé, il aurait pu sans problème exister dans la gamme au même titre que la Porsche 911 Dakar ou encore plus extrême que la Huracan Sterato. Pour cette nouvelle A390, l'approche est un peu différente. Alors que l'équipe design d'Alpine a toujours précisé que la A110 n'était pas une voiture néo-rétro, mais plutôt un chaînon manquant pour faire renaître la marque en répondant à la question à quoi ressemblerait la A110 si elle ne s'était jamais arrêtée, ce nouveau SUV dans la gamme va plutôt chercher à l'opposer en allant assez loin dans le futur pour proposer quelque chose de plus moderne tout en respectant les codes de la marque et surtout en appliquant pour la première fois à une voiture de série la nouvelle identité de design qui a été amenée par le superbe concept car Alpenglow. Pour autant, au-delà des qualificatifs habituels qu'on entend tout le temps à propos de la marque, des voitures légères, iconiques, plaisantes à conduire, on retrouve pour moi sur la A390 les trois clés de l'esprit Alpine au global. D'abord la montagne, qui fait écho au nom, c'est tout un univers symbolique qui a été hyper présent sur le concept A390 Beta et qui a influencé la voiture de série. Ensuite la compétition, qui est dans l'ADN de la marque et qui, même sur ce format, est symbolisée par sa silhouette trapue, dynamique, et le fait d'avoir par exemple une face avant en pointe et d'autres éléments dont on va parler plus tard. Et enfin, le troisième identifiant clé, c'est le savoir-faire français que Alpine veut mettre en avant, dont on retrouve des petits rappels sur la voiture. Mais en design pur, bien sûr, pour rassurer les clients et les fans de la marque, on retrouve les codes très identifiables de la A110, en mode réinterprété, à savoir la silhouette fastback. Si on prend juste la ligne Y0 et la ligne de toit, on est presque sur une A110 avec cet arrière tombant. Ensuite, on a la sculpture de ce qu'on appelle en anglais le side panel, donc toute la partie latérale, les portières qui sont très sculptées,
Et évidemment, l'évocation des 2 feux additionnels de la berlinette, les anti-brouillard à l'avant, qui sont ici stylisés d'une nouvelle manière en reprenant un dessin beaucoup plus géométrique dont on avait eu un avant-goût sur l'Alpenglow. Alors pour décrypter le design, on doit commencer par les proportions et la silhouette au général. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent sûrement que de toute façon un SUV c'est pas Alpine et c'est pourri quoi qu'il arrive, et si je devais défendre ce volume, avant de vous parler des raisons de stratégie marketing évidentes, je dirais que certes on a une voiture haute sur pattes, un SUV, mais au moins il faut reconnaître qu'ils ont tenté de ne pas faire un caddie. On a une voiture qui est bien campée sur ses roues, bien posée comme on dit, avec une vraie volonté d'exprimer du dynamisme et de pas juste dessiner une brique de lait. La voiture n'est pas si haute que ça visuellement, et c'est surtout grâce à la finesse de la cabine. En proportion, elle représente un peu plus d'un tiers du total de la hauteur, et elle est bien étirée, avec un capot qui est quand même présent, un pilier A assez incliné, et des montants de porte en noir qui viennent pas empêcher l'œil de parcourir toute la longueur de la caisse. Les passages de roues assez marqués avec une lèvre en 2 niveaux permettent aussi de rappeler visuellement la sportivité et l'agilité qu'on pouvait trouver sur la A110, malgré une masse de plus de 2 tonnes quand même. Au global, le A390 est un peu plus petit qu'un Macan, et en termes de dimension, il se rapprocherait plutôt d'une Kia EV6, même si à mon avis, sur les images qui ont été communiquées par la marque, il fait un peu moins massif. Les jantes sont très grandes, je crois que c'est du 22 pouces, mais avec leur design de flocon de neige, c'est un petit rappel à ce côté montagne, et surtout ça permet de poser la voiture convenablement. Parce que franchement, si elle était montée avec du 16 ou même du 18, ce serait pas du tout le même impact visuel. Sur la vue de profil, du coup, on remarque bien l'effort qui a été fait pour animer le côté de la voiture, avec un dessin très graphique qui reprend l'esprit de la ligne Red et les Swoosh qu'on avait vu sur la A110. C'est devenu un code de leur design, maintenant la marque va devoir animer son flanc sur chaque modèle, ça vient apporter de l'action et des choses à regarder, mais moi personnellement je trouve ça un peu compliqué. J'aurais préféré voir une version un peu plus clean, un peu comme ce que j'ai découvert sur ce sketch, un des premiers du projet, mais je pense que c'était beaucoup trop extrême pour pouvoir passer en prod. En plus, avec les images que la marque a fournies et un éclairage qui est pas naturel, je trouve que ça fait quand même torturer. Et vu qu'on a une courbure à ce niveau-là pour rappeler le swoosh de l'A110, on est obligé d'avoir une grosse masse à l'ombre en dessous qui est tombante vers l'arrière, puis une autre masse rentrante pour faire ressortir le rocker qui vient amener de la lumière sur le bas de caisse. Au final, ça fait beaucoup d'animation sur ce side panel, et c'est vrai que j'ai tendance à associer Alpine à la pureté, et là pour le coup je trouve que ça vient complexifier le design, qui est par ailleurs déjà assez chargé, notamment sur la face avant. C'est peut-être elle qui doit le plus évoquer l'esprit Alpine, mais elle jette quand même un pavé dans la mare, avec, je vous le disais, ces petits feux stylisés. On aurait aimé voir une version avec les traditionnels feux ronds, je suis certain qu'ils l'ont testé, mais ils ont dû se dire que ça allait pas marcher, pas forcément en termes de design, mais pour répondre à leur objectif de marquer une modernité. Ils ont voulu volontairement réinterpréter ce code, et ça nous donne donc un regard super acéré, avec les blocs optiques plus traditionnels cachés plus bas dans le bouclier. Le bouclier, parlons-en, parce que pour moi c'est peut-être l'endroit le plus fragile de la voiture, avec ce tressage assez fin, alors que justement en bas on aurait voulu voir quelque chose de plus costaud, qui peut affronter les éléments et les routes hors des sentiers battus. Là ça me donne un peu l'impression que ça peut casser assez facilement au premier gravillonnage sur l'autoroute. En partie haute de la face avant, bien sûr, on a la grande ligne horizontale qui vient donner un maximum de largeur, et cet effet de style, repris d'Alpenglow et du concept, qu'on appelle Cosmic Dust, pour amener ce petit côté neige, sophistication, détail précieux à la française. On voit vraiment que le regard est étiré avec un volume en V jusqu'au passage de roue, donc on joue vraiment sur l'intégralité de la largeur disponible. Et pour le dynamisme, il faut noter ce capot non seulement nervuré, mais surtout hyper sculpté, avec les 2 appendices qui forment un aérobridge, donc un moyen pour l'air de passer, ce qui est plutôt appréciable en termes de coefficient de pénétration. Et puis ça donne quand même un bon look sportif. En revanche, on a une caméra placée pile au milieu, c'était un peu obligatoire pour avoir la vue 360 à l'intérieur, mais je me demande s'il n'y avait pas une autre option pour mieux l'intégrer, parce que là je trouve ça un peu dommage, c'est vraiment au centre de la face avant, et j'ai l'impression de voir un bouton. De l'autre côté de la voiture, sur la partie arrière, la première chose à noter, c'est bien sûr la lunette concave qui passe de l'arrière au flanc de la cabine, comme sur la berlinette, avec un pilier C stoppé par le petit drapeau français qui donne cet effet toit flottant. Ça, je trouve que c'est un élément fort de chez eux, qui sont quasiment les seuls à faire en ce moment, donc je pense que c'est top de l'avoir gardé. Après, on a un arrière assez classique, en tout cas plus classique que le reste de la voiture, puisqu'on a déjà une ligne de feu horizontale qui aide encore à élargir et asseoir la caisse, mais qu'on voit vraiment de plus en plus partout chez toutes les marques. Cette ligne, elle est aussi accompagnée de la signature lumineuse en X, agrémentée d'un petit ersatz graphique qui reprend l'esprit du Cosmic Dust et de ce qu'on avait vu sur les différents concepts. Après, à voir comment ça va vieillir, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui durera bien dans le temps, et à mon avis ça bougera de toute façon dans 3-4 ans pour le restylage. Toujours dans la volonté d'avoir ce rappel du Cosmic Dust, on a un travail sur le bouclier qui est fait juste en dessous de la ligne de feu, mais c'est vraiment juste de la carrosserie, ça aurait été beaucoup trop cher d'intégrer de la lumière dans cette surface. En revanche, ce qui marche assez bien, je trouve, c'est l'excroissance verticale en bas du bouclier de chaque côté, qu'on trouve aussi sur d'autres modèles chez Renault, et qui vient sculpter tout ça et élargir encore une fois l'arrière, tout en ayant un vrai intérêt aérodynamique.
À part ça, pour le reste, c'est assez convenu, la petite inscription Alpine éclairée, c'est sympa, on a aussi la forme en U qu'on retrouve sur la A110 et la A290, donc encore un moyen de créer cet esprit de famille entre les modèles qui sont finalement assez différents, et je pense que c'est un gros enjeu pour la marque. Et puis on a un ensemble de lignes horizontales qui viennent sculpter toute la poupe jusqu'au pare-choc arrière en noir laqué, qui vient simuler une hauteur de caisse, et heureusement, parce que si c'était couleur carrosserie, encore une fois, ça aurait pas été du même effet. À l'intérieur, c'est peut-être là où je reste le plus sur ma faim, et je pense que pour beaucoup de gens ce sera le cas. Autour du volant qui est sympa mais qu'on a déjà vu sur la A290, on a une architecture typique Renault, avec les écrans en L, c'est directement ce qu'on retrouve sur les dernières Renault qui sont déjà dans la rue, et c'est un système d'affichage et de navigation qui commence d'ailleurs à avoir un peu d'âge, donc de mon côté je trouve ça dommage, surtout pour une marque qui se veut premium et qui veut à terme concurrencer Porsche, ça risque d'être un des points sur lesquels les commerciaux vont devoir être convaincants pour persuader les clients. Après j'essaye d'y trouver un point positif, en me disant que sur la prochaine Alpine qui arrivera, c'est sûr et certain qu'on aura un intérieur dédié et pas juste une intégration des éléments Renault, parce qu'objectivement c'est un des derniers pas qu'il leur reste à faire pour vraiment se différencier et proposer un produit complet de A à Z, donc j'imagine et j'espère que c'est pour la prochaine. Alors j'ai vu dans les communiqués officiels que les représentants de la marque annoncent un plaisir de conduite similaire à la A110 avec une vraie agilité et une finesse de pilotage même sur ce gabarit SUV assez lourd. Moi vous le savez, je suis pas pilote essayeur, je parle de design, donc je demande à voir. Mais a priori, le fait d'avoir 3 moteurs électriques, un à l'avant et 2 à l'arrière, qui développent 470 chevaux et plus de 800 Nm de couple, ça permet d'améliorer l'agilité en virage et masquer un peu la lourdeur de l'engin. À tester donc pour ceux qui sont curieux, mais quoi qu'il en soit, ça reste un SUV électrique. Et c'est ça la source de beaucoup de retours négatifs sur la voiture dès sa présentation. Même si moi c'est pas le format qui me parle, faut quand même reconnaître que c'est un SUV entre guillemets courageux. Il a du style, ils ont voulu lui donner du caractère, de la personnalité, son design va vraiment plaire à certains et être détesté par d'autres. Et pour moi ça c'est super important. Être clivant, ça évite de faire un produit passe-partout dont tout le monde se fout. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire pour savoir si ça vous plaît, si vous le détestez ou si vous êtes juste indifférent. En général, moi pour me faire un avis et savoir ce que je pense d'une nouvelle voiture qui arrive sur le marché, je me pose aussi la question de savoir si j'en vois une chaque jour, est-ce que je suis content ou est-ce que je suis dégoûté. Bah là quand je vois cette A390, je pense que je serais content parce qu'au final dans le marché actuel, la A390 réussit à transporter des codes de design Alpine sur un SUV électrique, pas juste en collant ce qui existe, mais en faisant évoluer l'identité stylistique de la marque et en ouvrant une porte vers l'avenir. Et même si on a le droit d'être contre ce nouveau modèle, c'est quand même une évolution un peu obligatoire pour assurer la pérennité d'Alpine dans un marché de plus en plus compliqué. A priori, dans les tests et les sessions de découverte qui ont été faits avec des clients qui sont déjà propriétaires d'une A110, les retours ont été assez bons. Mais quoi qu'il en soit, Alpine n'avait pas le choix. Aussi contre-intuitif soit-il de sortir un SUV électrique, Alpine n'a pas juste voulu provoquer les puristes. C'est stratégique, c'est économique et c'est vital. Première chose, Alpine jusque-là c'est essentiellement l'A110, et en 2024 ils en ont vendu un peu plus de 4000 exemplaires. Alors oui, c'est un succès relatif, mais à l'échelle mondiale c'est vraiment rien, et 80% de ces ventes se concentrent en Europe, principalement en France, Allemagne et Royaume-Uni. Du coup, on a une marque bâtie sur un seul modèle, avec un marché très restreint, pas de volume donc pas de trésorerie, donc pas de marge, donc pas de recherche, pas d'innovation, pas d'avenir, pas de palais. Pour sortir de cette situation et éviter de mourir une nouvelle fois, Alpine a été relancée en grande pompe et elle a surtout annoncé un objectif. 7 modèles en 7 ans, 2 SUV, une citadine, un coupé, une déclinaison A110 cab pour viser 150 000 véhicules vendus à l'horizon 2030. Impossible de financer ça avec l'A110 toute seule et c'est pas la petite A290 qui changera vraiment la donne. Je te laisse imaginer, pour créer tous ces nouveaux modèles, ouvrir de nouveaux marchés, développer des plateformes, produire des voitures, il faut de l'argent. Et ce cash, tu l'as pas avec un coupé vendu à quelques milliers d'exemplaires. Tu l'as avec un SUV électrique global vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, quitte à sacrifier un petit bout d'ADN pour assurer la survie de la marque. Parce qu'en plus, 70% des clients actuels, ils sont en France et seulement 30% ailleurs. Mais Alpine veut exploser partout, notamment en Amérique du Nord et en Asie. Pour faire rêver là-bas, un SUV au look sportif avec un blason et une image de compétition, c'est le format parfait. Ta berlinette, tu peux la rêver, mais tu peux pas la vendre à Pékin ou à Los Angeles en quantité suffisante. Bien sûr, tout ça, c'est pas une stratégie improvisée, les plus grosses marques ont déjà emprunté ce chemin. L'exemple connu, c'est Porsche avec le Cayenne en 2002, qui a fait bondir les puristes. Résultat, le Cayenne est devenu leur best-seller, un véhicule qui finance toute la recherche et développement des modèles sportifs et qui permet d'investir dans les gammes comme la 911 ou la 718. Pareil pour Lamborghini avec l'Urus, un choc pour les puristes, mais aujourd'hui il représente un tiers des ventes de la marque. Sans lui, pas de Revuelto ni de Huracan. Chez Aston Martin, c'est pareil avec le DBX qui a financé le développement de la nouvelle Vanquish à moteur V12. Alors oui, ces SUV sont parfois mal aimés au début, mais s'ils font preuve de cohérence et respectent l'identité de la marque, ils finissent par être acceptés, respectés, voire aimés par les puristes, parce qu'ils sont vus comme des traits d'union entre le prestige et la rentabilité.
Alors avec cette nouvelle entrée dans la gamme, la marque n'a pas le droit à l'erreur. Le pari c'est donc de proposer une voiture qui a cet esprit Alpine et qui va aller chercher une nouvelle clientèle en volume suffisant pour financer la prochaine berlinette et les autres modèles qui semblent s'annoncer comme le cabriolet et le coupé 4 places qui reprendraient l'esprit de l'Alpine A310. Concrètement, pour satisfaire les puristes et le grand public, je les vois bien adopter une stratégie en 2 axes. D'un côté, la gamme famille avec la citadine, cette A390 et pourquoi pas un autre SUV sportif pour les volumes, pour les marchés globaux et pour le cash. De l'autre côté, une ligne passion avec l'A110 nouvelle génération, un roadster dédié et des éditions limitées pour maintenir l'âme de la marque, la connexion émotionnelle avec les fans et l'image. Le tout relayé par une communication honnête où Alpine n'essaierait pas de forcer les fans à croire au SUV, mais expliquerait clairement que c'est un outil de croissance mais que l'essence de la marque et son âme restent les petites berlinettes à sensation. Et pour nourrir cette aura, Alpine est placée en Formule 1 et elle aura qu'à continuer de proposer régulièrement des éditions spéciales comme ils le font déjà en allant puiser dans l'histoire de la marque. Circuit Paul Ricard, Alpine Le Mans, F1 Edition, autant de déclinaisons hyper exclusives qui font vibrer les fans, qui alimentent la communauté et qui justifient un positionnement premium. Les clients curieux qui entrent dans leur voyage avec la marque peuvent se tourner vers le SUV, pendant que les passionnés purs restent fidèles à des modèles plus iconiques. Donc non, cette A390 SUV n'est pas un accident, c'est pas juste pour plaire aux trolls de YouTube, c'est un levier pour exister, pour se développer à l'international et pour dégager des marges. Mais si ce véhicule est un outil et si l'âme reste préservée, le plan peut fonctionner. J'espère qu'Alpine saura bien jouer sa partition et nous proposer un SUV pour exister, mais des vraies sportives pour faire rêver. J'espère que ce format de décryptage du design en profondeur vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la voiture et de la stratégie d'Alpine. Et surtout, abonnez-vous. On est maintenant plus de 101 000, donc merci à tous. Je vais faire une vidéo spéciale pour les 100 000 abonnés où je répondrai à toutes vos questions. Donc écrivez-moi ici dans les commentaires vos questions pour la vidéo des 100 000 abonnés. Merci à vous tous et merci à Carly d'avoir sponsorisé cette vidéo. À la prochaine, ciao.